Alors, j'ai la joie d'accueillir Omero Marangiou, avec lequel je travaille très souvent. Il est sociologue, docteur en sociologie, spécialiste de l'islam français, euh, pratiquant, je veux dire, la question religieuse. Il connaît très, très bien les communautés religieuses en France. Et pour faire suite à la question, toutes les questions qu'on a abordées depuis 14 heures, Homero ouvre notre dernier thème qui est celui des solutions inclusives. Et je pense que vous avez bien compris dans mon propos introductif de l'après-midi à quel point il était important pour nous de terminer sur des solutions inclusives pour pouvoir justement envisager l'avenir, envisager le réel, pas seulement sur des constats scientifiques, universitaires, mais aussi sur des perspectives, des prospectives qui peuvent être applicables, qui peuvent être vécues réellement et derrière lesquelles on peut avoir un certain enthousiasme. Et donc voilà, j'ai le plaisir de laisser la parole à Homero qui va nous parler de la formation des cadres musulmans. Merci Olivier, bonjour à toutes et à tous. J'ai choisi un titre un peu périlleux quand même, parce que je ne serai pas en mesure de proposer des solutions clairement abouties. Et le sujet est extrêmement sensible. Beaucoup de choses ont été dites depuis ce matin. Je risque de faire un peu de redondance avec des propos qui ont déjà été dits. Alors moi, pour ma part, je m'attache depuis une dizaine d'années, après avoir beaucoup travaillé sur les modalités du croire chez les musulmans, je me suis intéressé un peu plus au discours religieux. Donc j'ai essayé de comprendre quels étaient les ressorts de ce que j'appelle l'hégémonisme dans le champ musulman contemporain. J'entends par là, par hégémonisme, la volonté de dominer les règles de la vie sociale, de la vie politique, de la part d'un certain nombre de diffuseurs de discours, qu'ils soient imams, qu'ils soient prédicateurs, qu'ils soient responsables associatifs. Ils diffusent un discours qui a un ensemble d'ancrage. Mais la manière d'aborder le sujet est très problématique puisque nous sommes au carrefour de deux grands écueils. Le premier a très bien été décrit par Juliette Gallonnier concernant un certain nombre de poncifs qui sont récurrents dans la recherche et qui ne sont pas forcément avérés. Il y a aussi eu la problématique de la commande publique qui influence le regard que l'on porte sur les discours et les pratiques des musulmans. Alors pour ma part, ces 5 dernières années, j'ai eu l'opportunité de participer à 4 équipes de recherche dans le cadre des appels à projets du ministère de l'Intérieur, du Bureau des cultes. Donc un projet sur le discours réformiste de langue française, un projet sur l'expression du hanbalisme sur les réseaux sociaux, un projet sur l'analyse des pratiques de fidèles qui fréquentent les mosquées, mais également l'analyse des discours des protagonistes, des responsables de ces lieux de culte, et un projet sur le rapport, les comportements de consommation chez les musulmans. Donc ça fait déjà un panel assez large qui m'a permis d'étoffer ma compréhension des discours qui sont diffusés par les acteurs musulmans eux-mêmes, parce que c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui, c'est d'analyser ces discours et de voir dans quelle mesure ils s'inscrivent dans une espèce de pérennisation d'une représentation du monde à travers laquelle ils exploitent, on va dire, le corpus normatif classique musulman, hein, donc celui du fiqh classique, mais sans recul critique et en proposant à la fois aux fidèles, mais également à la société environnante, une vision très particulière de ce que serait
Alors, une société musulmane, pour ceux qui font la promotion d'une société musulmane gérée par le religieux dans les pays d'islam, mais également comment devraient être les musulmans, puisqu'ils diffusent une sorte de normalité de ce que devrait être un musulman. Alors, à cela s'ajoute également tout un ensemble de poncifs qui complexifient l'analyse, puisque quand on parle d'islam dans le discours médiatique et chez nombre de politiques, il y a toujours cette idée d'une religion qui est où le politique et le religieux sont inextricablement liés et qui fait que le musulman serait par définition ou par essence réfractaire à vivre dans une société sécularisée. Il n'aurait pas la capacité de penser ou d'avoir une attitude sécularisée. On a aussi cette idée d'une religion sans clergé, ce qui est faux sur le plan historique, même s'il n'existe pas de clergé hiérarchisé, il existe un corps de clercs solidaires, donc des espèces de commerçants de biens de salut, pour reprendre l'expression weberienne, qui ont des formes de solidarité et qui partagent également des univers de sens. Et on a également cette idée d'une religion qui a été instituée par et pour le conflit. Donc, vous voyez on est au carrefour de tout un ensemble de stéréotypes, de poncifs qui sont véhiculés, y compris au sein de la recherche, et qui conditionnent la manière de percevoir le fait religieux musulman aujourd'hui. Ce matin, on parlait de la commande publique ou de la commande politique en direction des chercheurs. Alors moi, je suis concerné, je partage avec vous tout un ensemble de réflexions qui ne sont pas complètement abouties, mais il est vrai que autant les chercheurs sont libres dans leur réponse à la commande publique, autant le politique attend quand même un certain nombre de réponses à des questions qu'il pose de manière directe ou indirecte. Mais d'un autre côté, la commande publique ou l'injonction politique influence également le discours des acteurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on fait des recherches auprès d'acteurs musulmans sur le terrain, alors par acteurs musulmans, je vise ici de manière plus spécifique des imams ou des personnes qui sont en position de diffuser des discours sur l'islam, ils ont également la capacité à produire un discours en réponse à des attentes qu'ils perçoivent chez leurs interlocuteurs, qui ne seraient pas forcément les réponses qu'ils fourniraient aux fidèles au sein des mosquées, ou qui n'épousent pas complètement les contours du discours qu'ils diffusent dans l'intra-communautaire. Donc là aussi, il y a une marge de fluctuation et une vigilance qui doit être très forte chez le chercheur dès lors qu'il déploie un dispositif de recherche sur le terrain. Alors moi, j'ai essayé de comprendre comment s'organiser le discours et quelles pourraient être les modalités de refonte. C'est un peu prétentieux de ma part, mais je le dis comme je le pense. Quelles pourraient être les modalités de refonte de la formation des acteurs musulmans qui sont amenés à diffuser un discours sur l'islam? Alors, principalement, aujourd'hui, dans la société française, ce sont deux types d'acteurs qui sont visés, à savoir les imams d'un côté, et d'un autre côté, pour les pouvoirs publics, ce sont également les aumôniers. Alors, les statuts ne sont pas les mêmes, bien entendu, mais un certain nombre de personnes cumulent les deux fonctions. Ils peuvent être à la fois imams au sein d'une mosquée et ils peuvent également avoir la fonction d'aumônier. Alors, avant d'entrer dans quelques détails sur ma réflexion et ce que j'ai pu voir sur le terrain, je voudrais revenir quand même sur cette notion d'hégémonisme religieux et dans quelle mesure il peut avoir une influence sur la façon dont les musulmans entretiennent leur rapport à l'islam. Comme l'a dit Marwan Sinasser précédemment,
quand on parle d'islam, on ne parle pas uniquement de religieux. Et quand on parle d'influence, je pense qu'on va souvent trop vite et on fait beaucoup de raccourcis sur la capacité qu'aurait par exemple un imam à influencer les représentations et les pratiques des fidèles. Donc dire que il y a des discours qui influencent directement la manière de se penser en tant que musulman et la manière de vivre son islam, et dire également que c'est par des discours uniquement que des individus basculent dans de l'extrémisme religieux violent, je pense que ce n'est pas, en tout cas ça ne se fait pas de manière aussi automatique dans la réalité. Le discours, il s'inscrit dans un dispositif pratique. Le terme de dispositif, je le reprends de Daniel Hervieux-Léger, qui, dans son ouvrage La religion pour mémoire, définissait la religion comme un dispositif qui est à la fois idéologique, pratique et symbolique, et qui permet d'entretenir, de perpétuer chez les fidèles l'affiliation à une lignée croyante. Donc la religion, c'est avant tout l'inscription dans un groupe. C'est un groupe d'appartenance et on vit, on pense son appartenance à la religion, à la fois par une pratique individuelle, mais également par l'inscription dans un groupe religieux. De ce point de vue-là, je pense qu'il y a une spécificité quand même dans le champ islamique contemporain, dans la mesure où il existe quand même un dispositif un dispositif pratique, coercitif chez les musulmans, qui a une force opérante. Et il se situe, au moins pour le siècle dernier, au carrefour de deux actions particulières. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails parce que des choses ont déjà beaucoup été dites par Asma, par Hasna, Hussein et puis par les autres intervenants. Il y a eu tout d'abord un ensemble d'actions politiques tout au long du XXe siècle où, à la fois en situation coloniale et au sortir des colonisations, les pouvoirs politiques en pays d'islam ont beaucoup instrumentalisé le religieux à des fins de contrôle social et ils ont promu également une forme, à minima, une forme de conservatisme religieux, voire, pour le cas de l'Égypte, ils ont laissé s'installer les groupes islamistes pour contrer d'autres groupes d'étudiants politisés. Donc ça, c'est un type d'action politique qui a remis sur le devant de la scène une forme particulière du religieux dans le champ islamique. Et le deuxième type d'action, il est très particulier et à mon avis, il conditionne beaucoup à la fois la formation, les discours et la manière de se penser en tant que musulman aujourd'hui. C'est la façon dont les groupes islamistes, et plus précisément celui des frères musulmans, à travers tout un ensemble de juristes et de spécialistes en droit, vont opérer une transformation du rapport à la charia. Parce que la façon dont les musulmans abordent la normativité, la dimension normative de l'islam aujourd'hui, elle est très contemporaine, elle est très moderne. Elle ne s'inscrit pas dans ce que représentait la charia dans le monde musulman médiéval, par exemple. Là, je vous renvoie aux très bons travaux de Mathieu Tillier, notamment son ouvrage sur les cadis dans l'Empire abbasside, où il a bien dessiné les frontières entre différentes catégories de personnes. On avait d'un côté le faqih, celui qui possède un savoir religieux qui le transmet. On a le mufti qui s'occupe plutôt de casuistique, et on a le qadi qui est le vrai fonctionnaire de l'État qui est chargé d'instituer la justice avec une marge de manœuvre très importante par rapport au corpus doctrinal. Or, aujourd'hui, nombre de musulmans sont persuadés que ce qu'ils lisent dans les ouvrages qui leur sont présentés, les ouvrages de droit musulman, déjà le terme est impropre puisqu'on
quand on pense droit, on pense à une forme de normativité dans le cadre d'un État avec une force opératoire immédiate des textes, ce que n'était pas la vocation des ouvrages de fiqh traditionnels, puisqu'on est plutôt sur un droit canon, où ce sont des canons, donc des ahkam, des règles générales qui sont présentées, et c'est plutôt la casuistique et le travail des juges qui avaient force probante, de manière optionnelle pour la casuistique et de manière obligatoire pour les décisions de justice qui étaient rendues. Et ce décalage ici et cette force probante du droit musulman contemporain, hein, donc de ce qu'on appelle la charia, c'est très moderne finalement. Et c'est une action qui a été faite alors d'un côté par des juristes, et je pense plus précisément à tout le travail qu'a pu faire Abdelrazak Sanhouri pour le taqnin, donc la codification du droit musulman. Donc c'est un travail considérable qui a été fait dans la première moitié du XXe siècle pour élaborer des codes, code civil, code pénal, code de commerce, etc., dans différents pays musulmans, différents pays d'islam et principalement en Égypte. Et ce juriste a fait un travail comparatif énorme donc, entre le droit d'inspiration latine et les corpus de droit médiéval musulman. Donc, il a fait un travail énorme de codification, mais d'un autre côté, les groupes islamistes et principalement les frères musulmans, à travers une figure, celle de Abdelkader Aouda, Abdelkader Aouda, qui était juriste également, et qui va impulser l'idée que le seul développement possible des pays d'islam doit se faire à contre-courant de l'influence occidentale. Et là, on va avoir une sorte de réorientation de la notion de charia à travers un concept qui est celui de la globalité. Donc l'islam devient une espèce d'entité globalisante qui doit gérer tous les aspects de la vie du musulman, et c'est très contemporain finalement. C'est pas ce que vivaient les musulmans précédemment, parce qu'ils étaient dans des environnements culturels très diversifiés, avec un rapport à la loi qui était souvent très relâché. Alors, au fur et à mesure du temps, je vous passe tout le laïus sur le wahhabisme, la création de l'université de Médine au début des années, 1960, et puis le fait que cette université va devenir le vecteur principal de la diffusion des idées via l'enseignement, donc des idées wahhabites, et le rapprochement d'une partie du courant islamiste avec cette université, avec les idées wahhabites. Nous, aujourd'hui, nous en subissons clairement tout un ensemble de conséquences sur un aspect particulier qui m'intéresse moi, c'est la diffusion du discours et la formation. Qui sont les acteurs musulmans qui sont en position d'enseignement, de célébration du culte, de diffusion de discours religieux? Où sont-ils formés? Comment se représente-t-il la dimension normative de la religion? Ce sont tout un ensemble de questions pour lesquelles on n'a pas encore énormément de réponses. Pour une raison très simple, c'est que s'il y a beaucoup de recherches effectivement sur l'islam aujourd'hui, on a peu de monographies. On a peu d'études de terrain qui vont recenser de manière assez exhaustive sur, par exemple, une ville ou une agglomération, les acteurs, comparer les propositions d'enseignement, les contenus d'enseignement, comparer les types de discours, etc., pour faire émerger
ce que j'appelle donc les univers de sens ou les systèmes de représentation sociale qui sont partagés par ces acteurs. Parce que moi, la position que je soutiens, elle est un peu en décalage avec les études qui sont faites par les politistes et qui consistent à séparer les musulmans par obédience. Donc d'un côté, on a les islamistes, d'un autre côté, on a les traditionalistes, d'un autre côté, on a les soufis, etc. Moi, j'essaye de remonter d'un niveau et de voir dans quelle mesure l'ensemble de ces acteurs partagent un univers de sens commun. Je l'ai fait dans mon premier essai, Rouvrir les portes de l'islam, dans lequel je pense avoir pu démontrer que ce que l'on a dit de Daesh en termes de discours au sein, en tout cas chez les acteurs musulmans, était en grande partie faux, puisque ces acteurs avaient tendance à présenter le discours de Daesh comme un discours hors orthodoxie musulmane. Ce qui est faux sur le plan très factuel, dans la mesure où le discours de Daesh est très sourcé, pas uniquement d'ailleurs dans le droit hanbalite, puisqu'il puise principalement aux quatre écoles juridiques sunnites. C'est très construit, c'est très élaboré, même si c'est caricatural, ça s'ancre bien dans un héritage commun, héritage qui continue à être enseigné aujourd'hui. C'est-à-dire que les acteurs qui condamnent Daesh, souvent, ont appris les mêmes références, mais ce qu'on leur dit, et ça c'est le deuxième aspect très contemporain du discours religieux musulman, c'est celui de l'adaptabilité. Donc d'un côté, il y a le concept de Shumuliya qui est directement issu des idées des frères musulmans et de Sayyid Qutb. Donc l'islam est un système englobant. Et à côté de cela, il y a la notion de contextualisation, et c'est très récurrent dans la bouche des acteurs musulmans qui vous disent que il y a effectivement des dispositions existantes dans le fiqh classique, mais elles ne sont pas adaptées à la société d'aujourd'hui, donc on ne peut pas les appliquer car les conditions ne sont pas réunies. Ce qui est un discours très intéressant, mais à double tranchant, puisque cela signifie que si les conditions seraient réunies, on pourrait éventuellement les remettre en application. Alors moi, j'ai fait cet exercice avec l'esclavage, en montrant qu'il n'y avait jamais eu de rupture d'interprétation sur cette question chez les commentateurs du Coran, y compris tout au long du XXe siècle. Et j'ai pris des figures de référence pour ne pas être accusé de prendre des avis périphériques. Donc, il s'agit bien d'une vision d'un système de représentation qui est partagé par les autorités religieuses musulmanes et qui continue à être enseigné, ce qui m'a amené à une question de fond. Euh, est-ce qu'on peut opérer des ruptures avec cet héritage? C'est-à-dire, est-ce que les acteurs musulmans sont en capacité d'opérer de véritables ruptures, pas des ruptures circonstanciées, en considérant qu'un avis est périphérique ou en considérant que on va dire, un pan du droit est obsolète, pour employer le mot le plus simple et le plus direct. Est-ce qu'on peut considérer qu'une partie de cet héritage est obsolète et ne peut plus définitivement être opérant et ne devrait plus être enseigné? Donc, j'ai pu voir des ouvrages de fiqh chiite, par exemple, où les dispositions relatives à l'esclavage, par exemple, sont complètement mises de côté car elles sont considérées comme étant obsolètes. On ne peut plus les appliquer et elles n'ont plus lieu d'être enseignées. À cette question, je n'ai pas de réponse aboutie parce que cela signifierait qu'il faudrait refondre au moins deux choses dans une formation aujourd'hui des cadres religieux musulmans. C'est-à-dire qu'il faut refondre les contenus
Mais il faut refondre aussi le vocabulaire qui est utilisé. Et là, ce vocabulaire, il est très problématique. Quand je parle de vocabulaire, je parle spécifiquement du vocabulaire qui est utilisé dans le champ normatif, celui qui a pour vocation d'orienter les comportements religieux. Il y a des automatismes aujourd'hui que vous retrouverez quasiment chez tous les acteurs du champ religieux musulman. Quand des questions religieuses sont abordées, le premier réflexe n'est pas de les présenter sous un prisme théologique, mais c'est de les présenter sous un prisme juridique. C'est un automatisme, c'est quelque chose, je pense, qui est même du domaine inconscient chez nombre d'acteurs, parce que l'islam est pensé avant tout comme un dispositif pratique qui a vocation à orienter le comportement religieux. Alors, est-ce que c'est complètement opérant? Non. Et Juliette Gallonnier ce matin l'a très bien dit, puisque il y a une désaffiliation religieuse chez les musulmans comme dans tout autre système religieux. C'est quelque chose que l'on constate à la fois dans les sondages d'opinion et à la fois dans les enquêtes de terrain que l'on mène. Donc il y a une déperdition, il y a une désaffiliation religieuse et une majorité de musulmans sont dans un rapport très fluctuant à la religion. Mais le discours religieux continue à représenter une sorte de dispositif pratique qui a pour objectif d'orienter ces comportements religieux. Et de ce point de vue-là, il y a une espèce de sacralisation de l'héritage qui mérite d'être investiguée sur le plan de la recherche. Alors, quand je parle du vocabulaire, cela doit me conduire aussi à critiquer le vocabulaire qui est employé au sein même de la société, puisqu'il n'y a pas que les musulmans qui produisent un discours sur la religion. Les pouvoirs publics produisent un discours, les médias produisent un discours, les politiques produisent un discours qui a également une visée quelque part normative ou à minima injonctive. Et les musulmans reprennent aussi à leur compte une partie du discours ambiant. Alors, rien que sur le terme de charia, par exemple, le sens contemporain qu'on lui donne et qu'il a réduit complètement à sa dimension juridique, c'est également une production des administrateurs coloniaux, des chercheurs du 19e et du 20e siècle qui étaient en lien avec ces administrateurs coloniaux et qui vont produire tout un ensemble d'ouvrages, de très bonnes traductions d'ailleurs souvent d'ouvrages du fiqh classique, mais en laissant ici émerger l'idée progressivement que ce fiqh classique était comparable au droit positif tel que nous le pensons aujourd'hui. Et c'est dans cette brèche que se sont engouffrés un ensemble de, on va dire, d'acteurs musulmans de l'islamisme contemporain. Donc, proposer une formation des cadres religieux, je pense qu'on pourrait faire l'expérience, les pouvoirs publics l'ont fait en introduisant le DU laïcité, avec pour objectif, je pense, de travailler à l'acculturation des cadres religieux musulmans. Alors personnellement, je pense que c'est une bonne chose et je pense qu'on devrait aller plus loin. On devrait aller plus loin, c'est qu'il faudrait que l'on puisse conduire des expériences de formation qui permettraient, je vais essayer de le formuler de la façon la plus intelligible, des dispositifs de formation qui permettraient de faire une comparaison ou en tout cas de mettre en perspective les univers de sens religieux et profanes et de mettre en perspective les types de vocabulaire qu'un religieux devrait employer dans le champ religieux et celui qu'il devrait employer dans le champ profane. Pour moi, c'est
c'est dans ce sens que je parle d'acculturation ou promouvoir une formation des cadres religieux de culture française. Il y a tout un ensemble de cadres religieux musulmans qui ne maîtrisent ni le vocabulaire, ou en tout cas l'étymologie, l'ancrage culturel du vocabulaire qu'ils utilisent dans le champ religieux, et ils ne maîtrisent pas les catégories sémantiques qu'ils utilisent quand ils portent un discours au sein de la société. Alors, quand je dis ça, c'est un jugement de valeur complet, hein. Je quitte ma casquette de chercheur et je vous livre certains aspects de discussion que j'ai à la fois avec les acteurs de la société civile non musulmans, dans le cadre de l'interreligieux par exemple, ou dans le cadre d'activités qui sont conduites sur le terrain de la société civile. Également, pas mal de discussions que j'ai avec les pouvoirs publics locaux, puisque il y a une vraie difficulté à interagir avec des acteurs musulmans qui sont de bonne foi. Ici, moi, je ne porte pas de jugement de valeur dans le sens où j'accuserais des personnes d'avoir un double discours ou un triple discours, etc. Ma problématique n'est pas là. Elle est vraiment dans comment faire en sorte que des gens soient complètement à l'aise dans la façon de vivre leur religion. Moi, je n'ai pas de jugement de valeur à porter sur le conservatisme religieux, le réformisme ou autre, mais qu'ils puissent porter un regard critique sur un ensemble de mécanismes de ce que je vois, et Marwan Sinasseur pourra me corriger, je pense que c'est beaucoup inconscient, c'est-à-dire des mécanismes ici, lorsqu'on pense son rapport à la religion et on présente la religion à l'environnement qui sont beaucoup du registre inconscient parce qu'on apprend la religion dans un cadre de formation traditionnelle au sein d'instituts musulmans avec des catégories qui sont connotées dans le droit musulman classique, mais qui ne sont plus forcément opérantes aujourd'hui. Et d'un autre côté, il faut leur permettre d'assimiler de manière plus forte. Et ici, quand je pense à l'assimilation, c'est une assimilation académique avant tout, et qu'on puisse mettre en perspective tout cela pour que les gens soient réellement à l'aise et que l'environnement soit à l'aise également. Donc moi, je l'aborde ici à travers un enjeu de société. Je précise bien, je quitte ma casquette de chercheur et je mets un peu les mains dans le cambouis en tant qu'acteur également pour essayer de résoudre une problématique de communication et de diffusion du discours religieux. Alors, je ne sais pas Romero, si je suis encore dans les temps ou pas, mais il vous reste 3 minutes. Non, mais je vais m'arrêter là, Amélie, et puis je pourrais préciser mon propos par la suite en fonction des questions. Je vois un chiffre 8 et je vais regarder un peu. Excellent. Bon, merci beaucoup, Homero, hein, pour ton propos qui est très sourcé, qui est très, là aussi, qui est académique au sens noble du terme, parce que bon, j'ai lu ton ouvrage sur Rouvrir les portes de l'islam, qui est vraiment très éclairant. Évidemment, ce que tu dis parfois est sévère, hein. D'ailleurs, on entend aussi ce que tu as dit aujourd'hui. Ce travail de formation à redéfinir sur les contenus, sur l'épistémologie, finalement, aujourd'hui, qui peut le faire? Comment le faire? Est-ce que, là aussi, on quitte évidemment l'aspect purement universitaire, mais est-ce que tu vois des choses se mettre en place? Est-ce que tu vois des portes de sortie dans ce domaine? Alors, on ne peut pas faire à la place des acteurs. Enfin, l'objectif n'est pas de forcer la main et de décréter qu'il existerait un islam bon et un islam qui serait mauvais.
pour moi, ce serait suicidaire au niveau de nos relations au sein de la société. Par contre, dans le cadre de l'action des pouvoirs publics, notamment dans le cadre de la formation des aumôniers, donc on a quand même 3 corps d'aumôniers institués aujourd'hui en France, hein, aumôniers des hôpitaux, aumôniers des prisons et aumôniers militaires. Généralement, les aumôniers des différentes confessions ont une formation théologique de base, ce qui n'est pas forcément le cas pour les aumôniers musulmans, que ce soit hôpitaux, prisons ou armées. Alors déjà, ça veut dire qu'on intègre des gens qui n'ont pas forcément un bagage théologique avéré. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi une problématique spécifique de la formation des cadres religieux endogènes aux musulmans. Le CFCM aurait pu porter cette problématique et proposer une formation générale des cadres religieux musulmans qui exercent certaines fonctions. Or, jusqu'à aujourd'hui, la problématique n'a pas été portée pour tout un ensemble de raisons, mais aujourd'hui, on voit bien que l'une des raisons, du moins, il y a au moins 2 facteurs pour moi qui sont importants, et mon collègue Ahmed Sfaxi serait beaucoup plus qualifié que moi pour parler de cette problématique. Je pense qu'il y a un déficit intellectuel. Non pas qu'il n'y a pas de compétences chez les musulmans, mais il y a un déficit de compétences à faire chez les acteurs de l'islam institutionnel. J'essaye d'être très précis dans mon propos. En termes de formation académique et universitaire. On ne s'entoure pas forcément des bonnes personnes, ou en tout cas des personnes qualifiées. Et la deuxième problématique, c'est que le CFCM a implosé et les personnes n'arrivent pas à collaborer entre elles. Donc, elles ne portent pas les dossiers. Donc, les pouvoirs publics pourraient, eux, impulser des modules de formation, comme le fait également la FIF, qui nous en parlera par la suite, ou le HESS, c'est-à-dire des modules de formation qui permettent de monter d'un niveau et de passer plutôt d'un registre d'apprentissage traditionnel où on a un savoir religieux mais pas le recul critique, à un véritable savoir réflexif, c'est-à-dire où un individu possède un bagage théologique, mais il possède un savoir réflexif, c'est-à-dire qu'il est capable de porter un jugement critique sur le bagage qu'il possède. Et ça, il y a encore un peu de boulot à faire là-dessus, parce que les instituts musulmans ne le font pas. Je crois qu'il y a une question des internautes. Alors, oui, il y en a plusieurs. La première est: l'imam est dépassé avec un monde disruptif et qui privilégie le flux et l'instantanéité aussi. Comment l'aider à retrouver un discours religieux ouvert aux grands enjeux de notre époque? Oui, je pense que il faut situer le problème. C'est-à-dire que l'imam aujourd'hui, c'est le couteau suisse dans une mosquée ou un centre islamique. Dans le sens où il est à la fois celui qui célèbre le culte, on lui demande de faire de l'enseignement, on lui demande de faire des prêches hors vendredi, c'est-à-dire il célèbre le culte du vendredi et on lui demande de faire aussi des causeries au sein de la mosquée, on lui demande d'intervenir auprès des familles, on lui demande d'accompagner les publics jeunes et il ne reçoit aucune formation en psychologie de la communication, il ne reçoit aucune formation en technique d'écoute, c'est-à-dire qu'il n'a aucune formation profane et on lui demande d'avoir un discours qui est extrêmement large. Or, moi, ce que je cible, c'est au-delà de cela. C'est vraiment en amont.
Moi, la problématique que je cible, c'est celle de l'ancrage même du discours. C'est-à-dire qu'on peut, moi je connais des imams qui sont très très bien formés, et qui opèrent ce que j'appelle des ajustements à la marge. C'est-à-dire que comme ils n'ont pas appris à avoir cette dimension réflexive, c'est-à-dire cette capacité à critiquer le bagage qu'ils possèdent, ils vont faire des ajustements en disant oui, mais quand même l'islam c'est une religion égalitaire, donc ils vont essayer de développer un discours dans les limites de leur ancrage. Ils vont essayer de développer un vocabulaire spécifique ou une approche un peu plus égalitaire, etc. Moi, ce que je propose, c'est d'aller plus loin et de leur permettre d'avoir cette dimension réflexive. Après, le reste, c'est des spécialisations. Un imam ne doit pas être un couteau suisse. Un imam ne peut pas tout faire dans un centre culturel ou une mosquée. De même qu'un aumônier, c'est quelqu'un qui a une fonction bien précise là où il se trouve. On ne peut pas lui demander de dépasser sa feuille de route ou sa lettre de mission. C'est pour ça qu'il faut redéfinir complètement ce qu'on entend par cadre religieux musulman avec les types de formations qu'on pourrait proposer.